Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14 h à 15 h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. L'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, l'émission marocaine hebdomadaire et à l'heure de l'actualité. Ce jour, ce dimanche, nous traiterons, après l'émission très réussite de la semaine dernière à l'occasion de la Journée de la Femme, aujourd'hui nous traiterons un sujet d'actualité, n'est que la coopération sud-sud. Sans trop attendre, la coopération sud-sud, le thème de notre émission de ce jour, et nous sommes en direct avec un expert en la matière, un compatriote algérien, Monsieur Abdelrahman Mabtoul. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel et nous sommes heureux qu'un frère algérien soit parmi nous dans cette émission. Je vous remercie de cette invitation. Monsieur Mabtoul, c'est un ancien immigré ayant effectué ses études primaires, secondaires, une fraction du supérieur à Lille, en France, auteur de nombreuses publications internationales. Abdelrahman Mabtoul, docteur d'État en sciences économiques en 1974, président de l'Association de développement de l'économie de marché, ADEM, de 1990 à 2013, professeur des universités, expert international en management stratégique, directeur général des études économiques et magistrat premier conseiller à la Cour des comptes de 1980 à 1983, directeur d'études ministère d'énergie Sonatra de 1974, 1979, 1990 à 1995 et de 2000 à 2006, expert au Conseil économique et social de 1995 à 2008, expert à la présidence 2007 à 2008, président du Conseil national des privatisations avec rang de ministre délégué de 1996 à 1999, expert indépendant auprès du Premier ministre algérien. Monsieur Mabtoul, vous êtes un homme de terrain. Ma première question, comme vous pouvez le constater, avec un grand nombre d'événements qui se déroulent à l'échelle internationale, tout le monde vise l'Afrique. Devant une période de crise et d'instabilité que traverse le monde, le choix d'une coopération sud-sud, selon un grand nombre de spécialistes, c'est la solution adaptée. Selon vous, quelle chance de réussite devant cette coopération à court, moyen, voire long terme? Bon, moi je m'en tiendrai à notre région, qui est la région du Maghreb d'une manière particulière et de l'Afrique du Nord d'une manière particulière, qui devrait jouer un rôle très très important, être le pont entre l'Europe et l'Afrique. Malheureusement, le Maghreb est actuellement marginalisé au sein de l'économie mondiale. Selon les chiffres du Fonds monétaire international, bon, pour 2013, bon, je pense pas qu'il y a eu tellement de changements notables pour 2014. Le produit intérieur brut de tous les pays du Maghreb avoisinait à peu près 430 milliards de dollars. C'est 0,6% du produit intérieur brut mondial qui avoisinait 73 000 milliards de dollars. C'est presque 80% du PIB de la Grèce, qui fait que 10 millions alors que la population maghrébine approche les 90 millions. C'est effectivement, moi je suis depuis très très longtemps un ardent défenseur de l'intégration du Grand Maghreb, parce que le Maghreb peut jouer un rôle pivot dans les relations notamment entre l'Europe, l'Afrique
et d'une manière générale être un exemplaritariat d'une co-partenariat entre le Nord et le Sud. Hein. Ça, c'est un élément régional. D'une manière globale, bon, je pense que depuis une quinzaine, vingtaine d'années, il faut pas parler du Sud. Il y a des Suds, hein, parce qu'il y a eu l'émergence de pays, ce qu'on appelle émergents, comme la Chine, le Brésil, l'Inde, la Malaisie, la Turquie, pas mal, l'Argentine, le Brésil. Donc pas mal de pays, et on assiste aussi à un regain de croissance en Afrique noire, parce que aussi au niveau de l'Afrique, il faut pas parler de l'Afrique, il faut parler des Afriques. Il y a des pays relativement très très pauvres, des pays qui sont riches, mais riches uniquement par des ressources naturelles, comme le Gabon, le Nigeria, l'Algérie, la Libye, par les hydrocarbures, et 1 degré moins de phosphate pour le Maroc. Mais il y a d'autres pays qui n'ont pas de ressources, mais qui, grâce à la matière grise, à une meilleure maîtrise de la gouvernance, arrivent à faire des taux de croissance appréciables. Hein. Donc, moi je pense qu'il est dangereux pour l'humanité. L'humanité qui fait actuellement à peu près 7 milliards d'habitants, et elle s'oriente vers les 10 milliards dont les 2 tiers seraient concentrés dans la zone, ce qu'on appelle le Sud. Il serait préjudiciable pour l'avenir de l'humanité d'une bipolarisation entre le Nord et le Sud. Moi, je pense que lorsque le Sud se développe, le Nord se développe également, puisque nous sommes à l'ère de la mondialisation, il y a interdépendance des économies, et moi, j'ai toujours milité pour une prospérité partagée. Bon, effectivement, il ne faut pas toujours que nos gouvernants du Sud en incombent la responsabilité à l'extérieur. Il faut qu'ils améliorent leur gouvernance. Il faut qu'ils évitent effectivement de marginaliser l'élite, parce que moi je voyage à travers le monde, je rencontre beaucoup de personnes de renommée mondiale qui n'ont rien à envier aux Occidentaux, aux États-Unis, en Europe, en Asie, dans le monde, dans d'autres contrées du monde développé. Et effectivement, il faut qu'ils arrivent, parce que la bonne gouvernance et l'économie de la connaissance sont les 2 fondamentaux principaux du développement du XXIe siècle. De l'autre côté, bon, lorsque je parle de bonne gouvernance, bon, il y a un élément très très important, c'est l'élément de la corruption. Hein. C'est lié à la bonne gouvernance, parce que s'il y a des corrompus, il y a des corrupteurs. Donc, moi je pense, depuis que la crise de 2008, effectivement les accords de Londres, il faudrait effectivement que les gouvernants du Nord puissent ne pas avoir uniquement l'attrait de capitaux mal acquis au niveau de leur espace, mais aussi contraindre les dirigeants du Sud à mieux gouverner leur pays, à laisser mieux les ressources financières au sein de leur pays. Donc, effectivement, moi je pense qu'actuellement, d'une manière globale pour terminer, bon, qu'il faut une nouvelle architecture des relations économiques et politiques internationales. Nous traversons des zones de turbulence à travers toutes les contrées du monde. Le terrorisme est devenu une menace planétaire, et une coopération nord-sud est un élément important, parce que le terrorisme se nourrit essentiellement de la misère des personnes, de l'immoralité aussi de certains dirigeants de la zone sud. Donc tout cela implique de repenser à la fois, bien entendu, l'architecture des relations politiques et économiques internationales, mais aussi de mettre de l'ordre au niveau de la maison sud. Exactement, docteur. Donc, parce que vous l'avez bien évoqué, c'est une deuxième question. On parle de la bonne gouvernance. Vous êtes un ardeur défendeur de la bonne gouvernance depuis un certain temps. Vous avez assisté récemment aussi au Maroc avec mes amis de l'IMRI et mon ami Mohamed Harakat sur la bonne gouvernance économique, sur la diplomatie économique aussi. Donc, moi, la question que je pose, c'est la suivante. Vous ne croyez pas que ce thème de la bonne gouvernance, tant fondamental,
et réellement c'est le vrai problème de l'unité du Maghreb? Bon, vous savez, attention de ne pas mélanger les concepts. Vous savez qu'un grand économiste indien qui a eu le prix Nobel en 98, Amartya Sen, a dit effectivement il ne peut pas y avoir de développement sans démocratie, mais la démocratie doit tenir compte des anthropologies culturelles. Attention de ne pas vouloir plaquer des schémas de l'Occident sur des structures qui ne leur correspondent pas. Hein. Sinon, c'est comme lorsque vous transplantez un cœur sur un corps humain et qui ne correspond pas et il y a rejet. Donc, il faut pas aussi faire un procès d'intention tout azimut. Les Européens, et notamment la France, que je connais très bien, ils ont mis des siècles avant d'arriver effectivement à la démocratie avec beaucoup de turbulences et de sang. Donc, mais là, le gros problème qui se pose, nous sommes dans un monde qui évolue très très rapidement et toute nation qui n'avance pas recule. Bon, la bonne gouvernance n'est pas nouvelle. Déjà, Ibn Khaldoun, au XIVe siècle, dans la Muqaddima, montrait, par exemple, par rapport au cycle des civilisations du Maghreb, que lorsque il y a l'immoralité des gens qui dirigent la cité, on va vers une décadence de la société. Hein. Donc, d'une manière globale, actuellement, on le voit à travers, par exemple, je vous donne un exemple, le taux de participation des élections. Même dans les pays développés, il est relativement faible. Le monde traverse une crise morale. On a l'impression que les citoyens ne croient plus en leurs dirigeants. Ce n'est pas propre uniquement au niveau des pays du tiers-monde, mais c'est beaucoup plus accru au niveau des pays du tiers-monde. Donc le monde traverse une crise essentiellement morale. Moi je déplore que les économistes, les politologues n'axent pas leur réflexion sur les liens entre la morale et le développement. C'est un élément essentiel effectivement de la bonne gouvernance et pour répondre directement à votre première question, de la consolidation des relations entre le Nord et le Sud pour une prospérité partagée. Hein. Donc nous sommes à l'ère où le monde est devenu comme une maison de verre, tout se sait, etc. Donc ça bouleverse les comportements, on a d'autres échelles de valeurs. Et effectivement, tout cela joue effectivement sur la bonne gouvernance. Hein. Justement, parce donc que c'est lié bien entendu à l'état de droit. Il ne faut pas confondre état de droit et bonne gouvernance. Hein. Il y a des dictatures où il existe un état de droit. L'état de droit, c'est se conformer aux règles. Tandis que la démocratie, c'est la participation des citoyens à la gestion de la cité, et cette participation peut prendre différentes formes suivant leur culture et leur histoire. Effectivement, parce que je crois que vous avez entendu parler du forum du Grand Montana qui s'est déroulé récemment à Dakhla, et parmi les thèmes qui ont été évoqués, il y a deux thèmes qui m'ont vraiment attiré mon attention, c'est la femme et son rôle, et un deuxième thème qui est de taille aussi, la gestion intelligence de la richesse de l'Afrique. Et cet intérêt particulier maintenant des Européens par rapport du monde entier, hein, par rapport à l'Afrique, pose quelques problèmes. Et parmi ces problèmes, est-ce que les Africains sont prêts à collaborer, à travailler avec cette envie de collaborer? Non, écoutez, moi j'ai toujours défendu, c'est que regardez, l'islam du début, lorsque ça n'a pas été déformé la religion, a toujours accordé une grande considération à la femme. Bon, l'émancipation de la femme, sa participation à la gestion de la cité, effectivement, est le signe d'une bonne vitalité de la société. Bien entendu, comme le dirait mon ami Macbel de la Sorbonne, il faut essayer de concilier exactement la tradition et la modernité. Hein. Et on ne peut pas effectivement plaquer des schémas totalement décodés au niveau d'une société qui est encore patriarcale. Hein. Mais toujours est-il, c'est que
moi, je me félicite au niveau, par exemple, de l'ensemble des pays du Maghreb, que la femme prend une part de plus en plus importante, effectivement, dans la participation, dans la gestion de cité. Souvent, c'est dans des postes subalternes, moyens, dans l'éducation, dans la santé, etc. Bon, c'est dommage qu'elle n'accède pas encore. Bon, au Maroc, il y a beaucoup de femmes ministres. En Algérie, il y a des femmes ministres. En Tunisie, c'est pareil. Bon, ça, c'est un élément important. Bon, la bonne gouvernance, bon, moi j'ai assisté à des dizaines, pour ne pas dire, durant mes 40 dernières années de fonction, aux séminaires internationaux sur la bonne gouvernance. Hein. Bon, effectivement, moi je ne vais pas, dans votre émission, relater l'évolution du concept de bonne gouvernance. Bon, ça a été inventé d'abord par les économistes, ça se limitait à la sphère purement économique. Ensuite, ça a été repris après 45, lorsque sont nés le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, par les organisations internationales, ensuite par l'ONU, par l'UNESCO, etc. C'est une très très longue histoire, l'évolution du concept de bonne gouvernance. Mais disons, globalement, on peut le définir comme la participation à la gestion de la cité pour qu'il y ait plus de transparence et d'adhésion à, disons, à la gestion de la cité, par conséquent au développement. Parce que lorsqu'il y a une démobilisation de la population, lorsqu'il y a un divorce État-citoyen, je ne pense pas qu'on puisse aller vers un développement relativement fiable. Bon, en termes, disons, très politiques, c'est pas des termes scientifiques, il faut essayer de concilier l'efficacité économique avec la justice sociale. Les économistes, ils parlent pas de justice justice sociale, mais ils parlent d'équité. Donc, le gros problème qui se pose, une concentration excessive du revenu national au profit d'une minorité spéculative, est un signe d'une mauvaise, effectivement, gouvernance. Ça c'est clair, net et précis. Moi je me rappelle que j'enseignais vers les années 70, la distinction entre secteur productif et improductif a fondamentalement changé. Il faut introduire le critère également du PNUD. Par exemple, l'éducation et la santé ne créent pas de valeur à court terme, mais elles contribuent indirectement à la création de la valeur à moyen et long terme. L'indice du développement humain du PNUD est beaucoup plus perspicace que le produit intérieur brut par tête que prend souvent le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il faut réintroduire la dimension humaine, parce que tout processus de développement doit avoir une finalité à la fois humaine locale, mais aussi une finalité humaine mondiale. Et là, on revient toujours à votre première question. Si demain, c'est le rêve que je fais, qui est, disons, une entente entre le Nord et le Sud, une symbiose entre l'efficacité économique et la justice sociale au niveau mondial, et là aussi, il faut prendre en compte un élément déterminant, moi je pense, du XXIe siècle, qui va être l'environnement. Parce que l'eau sera une source, ce que l'on appelle l'or bleu, une des sources de tensions géostratégiques qu'on ne peut pas imaginer à l'heure actuelle. Un rapport de l'ONU dit par exemple que la désertification, les remontées des océans risquent de bouleverser la planète vers les horizons 2025-2030. Tout cela doit être pris en compte par les dirigeants dans la gouvernance, c'est-à-dire les éléments nouveaux. La mondialisation est un bienfait pour l'humanité. Il ne faut pas avoir uniquement une vision négative de la mondialisation, à condition de concilier l'efficacité et l'équité et de ne pas marginaliser une grande partie de la population mondiale. Exactement. Bon, c'est ça le gros problème. Faisons confiance à l'être humain, à la technologie. Bon, moi, je suis avant tout un spécialiste de l'énergie, hein, parce que j'ai passé plus de 20 ans de ma vie à Sonatrach. Je connais très très bien cette dimension énergétique. Il faut aller vers une transition énergétique, parce que moi, je viens il y a une année avec Jean-Pierre Chevènement, on a donné une conférence au Sénat français, on a tiré la sonnette d'alarme. Si l'humanité
Par exemple, prenez le même modèle de consommation énergétique, c'est-à-dire les Chinois, les Indiens, qui représentent 2,5 milliards d'habitants, il faudrait 4 fois la planète, les sources d'énergie actuelles, s'ils prenaient le même modèle de consommation énergétique que les États-Unis. Donc il faut aller aussi vers un mix énergétique, vers une transition énergétique mondiale, par exemple développer le solaire, les énergies renouvelables. C'est le cas, docteur. Docteur, c'est le cas apparemment. Donc je crois que vous suivez, vous connaissez. Comment? C'est le cas, docteur, puisque vous connaissez ce dossier d'une manière très importante. Le cas du Maroc, par exemple, avec l'histoire de l'énergie solaire au sud du Maroc, avec la plus grande plateforme. L'énergie éolienne, donc vers le nord, il y a cette transition parce que, à titre marocain, l'eau a été pris en considération depuis plusieurs années, à l'époque de Hassan II, avec la construction d'un grand nombre de barrages. Donc il y a cette notion de prévention que nous souhaitons, si vous le permettez, un jour, d'organiser une émission spéciale énergie et transition énergétique, surtout dans les pays du Maghreb. Pourquoi pas, vous serez le bienvenu dans l'émission. Et si vous le permettez, j'ai une toute dernière question qui est adressée aux Maghrébins qui vivent ici en France. Comme vous le savez, nous sommes nombreux. Vous étiez un immigré ici à Lille. Vous savez comme quoi il y a des grandes compétences maghrébines qui bougent et qui travaillent sur un niveau très élevé au sein de l'administration française et qui sont prêts à travailler pour leur pays d'origine. Ma question, est-ce que l'apport de ces Maghrébins vivant en Europe peut être un élément déterminant pour l'unité du Maghreb, Inch'Allah? Bon, s'il vous plaît, moi, pour vos auditeurs, je vais répéter ce que j'ai dit à Tunis, récemment à Rabat, oui. Il y a 2 ans, à l'invitation de l'Institut Royal du Maroc, et à mes amis algériens. Je mets en garde les dirigeants du Maghreb de ne pas avoir une vue étroite et d'aller vers l'intégration maghrébine. Parce que l'ère des micro-États s'est résolue. Donc il faut que les intérêts égoïstes soient mis de côté et soient mis en relief les intérêts supérieurs de la population. Il faut aussi être réaliste. C'est-à-dire qu'on peut commencer comme a fait Schuman, entre le charbon et l'acier. Par exemple, pour paraphraser mon ami Kamissari, si le gaz algérien et l'engrais marocain se mettaient côte à côte, on construirait en copartenariat les plus grandes unités d'engrais dans le monde. Donc, ça c'est un élément très important. Je n'ai pas honte à le dire parce que je l'ai dit à mes amis marocains, je l'ai dit à mes amis tunisiens et je l'ai dit aux dirigeants algériens. Ça c'est un premier élément. Très important. Parce que moi je souhaite qu'il y ait intégration du Maghreb. C'est un rêve, mais je pense que dans l'intérêt des populations, il faut que ce rêve soit réalisé. Deuxième point, et ce n'est pas avec Balada qui était à l'époque ambassadeur du Maroc à Rabat, nous étions intervenus ensemble à l'UNESCO en 1994 et on avait déjà soulevé ce problème. Lorsque Pierre Moussa avec Tom Becky avait organisé le grand séminaire l'Afrique et l'Europe à l'UNESCO en 94-95. Deuxième élément, moi je suis un ancien émigré. Je connais et je navigue à travers le monde. Moi j'ai passé une grande partie de ma vie en France. Donc, il y a des compétences. Moi, je suis parti aux États-Unis, j'ai trouvé des Marocains, des Tunisiens, des Algériens en train de travailler à la NASA, en train de travailler dans les plus grands sols du monde. Vous qui êtes à Paris, on n'en parle pas, allez au CNRS à Paris, à les grandes écoles, les médecins, etc. On trouve beaucoup de Maghrébins. Donc, maintenant, le grand problème de ces dirigeants du Maghreb, il faut qu'ils puissent favoriser les liens entre la diaspora et leur développement interne, parce que c'est un apport substantiel. C'est que le Marocain, le Tunisien, l'Algérien, le Libyen ou le Mauritanien se sont avant tout Mauritaniens, Libyens, Marocains, Algériens, etc. Donc,
c'est des compétences à valoriser et ils peuvent servir de pont entre, disons, le pays d'accueil et le pays d'origine. Donc moi je ne suis pas pessimiste, c'est qu'il y a des compétences extraordinaires qui ne demandent qu'à participer au développement. Mais il faut être réaliste, il faut bien les payer, il faut bien les considérer. Donc faut pas leur donner des salaires de misère ou ne pas les loger, comme beaucoup, moi je connais beaucoup d'Alsaciens sont venus, ils n'ont pas pu être logés, ils sont repartis. Donc pourquoi les pays du Maghreb, je vous donne un cas de mon pays. Vous savez qu'en 2014, on a consacré 12 milliards de dollars au transfert de services. C'est-à-dire à l'appel aux compétences étrangères. Ça, je parle uniquement du cas algérien que je connais assez bien. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas contre le copartenariat et je suis, comme le dit mon ami Jean-Louis Guégou, pour un co-développement. Moi, je suis pour un co-développement. Et un copartenariat, gagnant-gagnant. Mais le gros problème, c'est que les émigrés peuvent servir à favoriser ce copartenariat, cette colocalisation. Il faut mettre en place des mécanismes transparents qui puissent favoriser effectivement l'apport de notre émigration, que je tiens à travers votre radio à saluer, puisque moi-même, je suis un ancien émigré, qui est rentré depuis assez longtemps en Algérie. Docteur Mabtoul, nous tenons à vous remercier infiniment de ce beau témoignage. Sincèrement, ça nous touche, autant que Maghrébins qui vivons ici en France, et aussi autant que des gens qui espèrent d'avoir ce beau grand Maghreb pour très bientôt. À travers votre chaîne, je transmets mes hommages et mes amitiés, j'en ai beaucoup, à mes amis marocains, tunisiens, libyens et mauritaniens. Merci Simtoul et à très bientôt pour une autre émission, Inch'Allah, si vous le permettez, avec sur la transition énergétique. On vous laisse avec cette belle chanson de Rabih Driassa. Inch'Allah. Inch'Allah. نجمة قطبية طلت عقب الليل عليا، نجمة قطبية طلت عقب الليل عليا، سمرة خمرية جرحتني بعيون غزالة، جملت عيني من ذيك الخضرة المذبالة. يا زين البيا قلت لها أصلك غربي، يا زين البيا قلت لها أصلك غربي، بنت الحمرية مموهرة الناس الجوالة، ونطقت له خيا وخزرتني وقالت لي لا لا. Arc-en-ciel, la chronique. الأشياء مقامية ربي ناظر فيا الأرحم والأحشاء والمدد المدد يلا الله وصفينا بالمدد أنا سيدي عندي طبيب قلبي متولع بالحبيب الله يلا
محمد يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله أزاوجنا بحماك يا بحر التعظيم. Les habitants de Dakhla, la perle des vents comme on la nomme, ont accueilli le 12 mars 2015 avec fierté et ferveur, joie et dans la plus pure tradition locale ces invités venus de tous les horizons de la planète pour participer à la 30e session annuelle du Grand Montana Forum, placé sous le thème de l'Afrique et la coopération Sud-Sud sous le patronage de Sa Majesté Mohamed. Près de 112 États sont représentés à un niveau élevé, 36 de l'Afrique, 30 de l'Asie, 31 de l'Europe et 15 d'Amérique. En plus d'environ 20 organisations régionales et internationales, soit un total de 800 personnes, dont une centaine de chefs d'État, de chefs de gouvernement, de ministres, de présidents, de parlements et de parlementaires. C'est ainsi que sont présents à ce rendez-vous, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le prince du Grand-Duché de Luxembourg, le secrétaire général adjoint de l'ONU, Philippe Douste-Blazy, le président de Macédoine, Georges Ivanov, les premiers ministres guinéens de l'île Salomon, des îles de la Dominique, les ministères des Affaires étrangères du Bénin, du Comore, du Niger, du Togo, du ministre égyptien de l'information, du président de la Cour suprême du Tchad, du président du Conseil économique et social sénégalais, d'un conseiller spécial du président kenyan, des anciens chefs d'État d'Albanie, du Chili, Ricardo Lagos, du Uruguay, Hugo Mendez, de la Croatie, Stéphane Mizik, des anciens premiers ministres espagnols, José Luis Rodriguez Zapatero, malien, des anciens ministres des Affaires étrangères du Kenya, du Burkina Faso, de l'ancien vice-président de l'Assemblée constituante tunisienne, Abid Larbi, de l'ancien ministre des Finances mauritanien, Khan Oussaman, ainsi que bien d'autres personnalités et représentants de la société civile et de la presse internationale. Suite à un empêchement de la dernière minute, M. Jawad Khaldoudi, président de l'Institut marocain des relations internationales, ne peut être avec nous ce jour pour parler de ce forum Grand Montana qui s'est déroulé à Dakhla, qui s'est terminé hier. Donc, on donnera rendez-vous dans les jours à venir pour parler de ce forum et de ses retombées politiques, diplomatiques et économiques. Monsieur, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un thème d'actualité, un thème qui certainement va attirer votre attention pour la coopération Sud-Sud, pour la relation France-Maroc, mais aussi pour la participation dans le capital immatériel du Maroc par l'intermédiaire des MRE. D'ici là, on vous dit à très très bientôt et إلى اللقاء الأسبوع المقبل. Arc-en-ciel.